La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences intitulé « Le théâtre, une invention de l'Europe », Georges Banu et Joël Hudevol reçoivent les metteurs en scène Thiago Rodriguez et Georges Lavaudan. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Bibliothèque nationale de France pour ce premier rendez-vous du cycle « Le théâtre, une invention de l'Europe », cycle qui comportera 4 rendez-vous et qui, pour ce premier rendez-vous, accueille Georges Lavaudan et Thiago Rodriguez, qui est avec nous depuis son théâtre, le Théâtre national de Lisbonne. Et on vous remercie très chaleureusement tous les deux d'avoir bien voulu maintenir ce rendez-vous malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce cycle, il est né d'une idée de Georges Banu, homme de théâtre s'il en est, qui est venu un jour frapper à la porte de la Bibliothèque nationale de France en proposant de faire un cycle sur cette formule, le théâtre, une invention de l'Europe. Elle nous a semblé tellement évidente, en un sens, mais posant tellement de questions qu'on lui a immédiatement dit oui, de manière à alimenter le débat. On a construit une invitation autour de 8 invités qu'on retrouvera au fil de ces rendez-vous. Alors pourquoi le théâtre, une invention de l'Europe ? Georges va nous en dire un peu plus tout de suite. Simplement, on peut dire que il y a une recherche, un questionnement permanent en Europe autour de ce qu'est le théâtre, et que ce questionnement, il est sans doute propre à cette ère géographique, et que ça nous a semblé intéressant de savoir, avec des artistes d'aujourd'hui, des metteurs en scène, des hommes de théâtre, quelle était leur réponse à ce questionnement. Alors, on va d'abord peut-être présenter nos invités. Alors, à ma gauche, dans ce petit auditorium de la BNF, Georges Lavaudan, que tous les amateurs de théâtre et les spectateurs connaissent, qui est metteur en scène, auteur, qui a été directeur de la Maison de la Culture de Grenoble, qui a accompagné pendant 10 ans Roger Planchon au TNP, et qui a dirigé aussi l'Odéon, Théâtre de l'Europe. On ne pouvait pas trouver meilleur label pour participer à cette rencontre aujourd'hui, et qui a monté alors là de nombreux auteurs, Brecht, Shakespeare, Pirandello, Tchekhov, une Europe très large, Büchner, Musset, les auteurs, les Grecs aussi, beaucoup. Bien sûr, ça n'épuise pas le répertoire dans lequel vous avez puisé, Jo, puisque les frontières de votre curiosité ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Europe, mais vous avez beaucoup puisé sur ces textes européens. Et puis Thiago Rodriguez. Oui, nous, on a découvert Thiago Rodriguez à Paris grâce à une série de spectacles présentés au Théâtre de la Bastille, qui est une véritable pépinière pour la découverte des artistes européens. Pour moi, le premier spectacle, c'était By Heart, où en même temps, il y a eu un spectateur qui a eu un infarctus, ce qui reste, et le spectacle est mémorable. C'est un détail, mais j'ai beaucoup apprécié le fait qu'après l'intervention des médecins, vous avez demandé aux spectateurs qu'est-ce qu'on fait, on continue ou on s'arrête. Et donc, avec le consentement de la salle, vous avez continué. Donc, c'était aussi une situation propre au théâtre où un accident rend en quelque sorte mémorable. Et ensuite, j'ai vu le spectacle consacré à cette figure emblématique du Théâtre national, la souffleuse. Le spectacle, moi je l'ai vu à Saint-Pétersbourg, où on vous a accordé le prix du théâtre le prix de l'Europe pour le
le théâtre avec d'autres artistes. Et finalement, c'est la dernière fête du théâtre européen, car après ça a commencé cette invasion du virus. Mais en plus, à l'heure actuelle, vous dirigez le Théâtre national de Lisbonne. Vous êtes intéressé par le répertoire européen, mais aussi on peut signaler que vous travaillez beaucoup comme un certain nombre d'artistes, mais c'est très important à l'extension du répertoire. Vous travaillez sur des adaptations des romans, sur des matériaux non théâtraux, mais qui sont en quelque sorte récupérés par le théâtre. Donc l'idée que nous avons eue avec Joël, c'est d'organiser ce débat avec deux artistes qui, par leur choix, par leur esthétique, confirment cette identité du théâtre comme peut-être c'est axiomatique, une invention de l'Europe, tout peut être corrigé, mais le point de départ, c'est celui-là. Et avant d'entrer dans la discussion, je me souviens, et c'est imprégné en moi-même, une phrase de Pasolini qui est à l'origine de cette idée que je porte avec moi depuis un certain temps. Pasolini disait « Nous ne sommes pas nombreux, mais nous venons d'Athènes. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous venons d'Athènes. Cela implique forcément une décroissance de l'importance du public de théâtre. Le public de théâtre est un public minoritaire, mais nous venons d'Athènes. Cette origine légitime pour Pasolini le travail. Donc, ce théâtre dont parlait Pasolini et qu'on a ensuite développé, c'est un théâtre qui est né autour de la Méditerranée, dans le théâtre grec. Et ce théâtre a certaines qualités dont nous allons parler, mais aussi ce théâtre a fait l'objet de très nombreuses critiques par les grands réformateurs du théâtre qui ont dressé contre le théâtre occidental, le modèle du théâtre oriental, où ils ont trouvé une mémoire du langage des acteurs nettement supérieure à la mémoire occidentale, où ils ont trouvé une mixité des arts étrangère au théâtre occidental. Donc, en pensant à cette rencontre de ce soir, je me disais, au fond, les grands réformateurs des années 30, ce sont des gens qui ont vécu avec les yeux tournés vers l'Orient. Brecht, vers la Chine, il écrit un texte célèbre, Effet de distanciation dans l'art du comédien chinois. Meyerhold vers le Japon, le kabuki. Artaud vers le théâtre balinais. Donc, c'est le noyau des plus grands réformateurs du théâtre. Ensuite, dans les années 60, sous l'impact des mutations culturelles, on va assister à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un théâtre interculturel qui cherche la mixité du chant, de la danse, pour déborder en quelque sorte le champ restreint du théâtre. Et on peut citer, bien entendu, Ariane Mnouchkine, Bruch, Eugenio Barba. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, cet attrait, cette utopie rétrospective où cette utopie du lointain s'est un peu affaiblie, s'est effilochée, et les forces importantes, créatrices en Europe, sont les forces des artistes qui, comme vous, se confrontent avec les données du théâtre occidental. Si on a rendu hommage au théâtre oriental pour sa capacité de conserver le langage, je pense que le théâtre occidental nous invite à travailler avec l'oubli, recommencer avec l'éternel renouvellement, travailler avec l'oubli, faire confiance
aux mots et peut-être retrouver la valeur exemplaire, ce qui n'est pas le cas en Orient, des textes. Le théâtre occidental travaille justement non pas seulement sur l'éphémère, comme on l'a dit souvent, mais il travaille sur cette tension dialectique entre ce qui dure et ce qui disparaît. Donc, nous sommes là ensemble pour parler de cette esthétique du théâtre européen, mais en même temps de la politique menée par les institutions que vous avez dirigées, que vous dirigez, pour assurer les échanges entre les théâtres européens. La notion de théâtre européen est plutôt une notion globale qui implique la diversité avec les ruptures propres à l'Europe. Alors peut-être qu'on peut demander à Georges Lavaudan. Alors peut-être Georges Lavaudan, en ce moment vous êtes en peut-être parenthèse quand même sur l'actualité. Vous êtes en train de travailler. Vous pouvez travailler. Non, malheureusement, c'est-à-dire moi j'étais à l'ENSAT, la grande école de formation pour les acteurs, les techniciens à Lyon, l'ancienne rue Blanche. On était en train de préparer un magnifique travail autour de la question de l'art, justement, des artistes, des plasticiens, des philosophes, etc. Et 2 jours avant de pouvoir faire cette présentation, ça a été entièrement annulé et c'est perdu. Et c'est un drame absolu parce que ces jeunes élèves, ça fait 3 ans qu'ils travaillent, c'est leur sortie, c'est le moment magnifique pour eux. Et tout ça est anéanti, donc on était absolument désespérés. On n'a même pas pu se voir tous ensemble. Donc je vais faire en sorte, à tout prix, de toutes mes forces, dans 1 an et demi, de pouvoir reprendre ce travail et quand même de le présenter, même si c'est sous une forme modeste. Et puis j'ai cette chance, cet espoir, donc dans 1 mois maintenant, la première répétition doit avoir lieu le 20 janvier, donc je vais mettre en scène le Roi Lear de Shakespeare dans la traduction de Daniel Loaysa avec Jacques Weber, et la première aura lieu à Marseille, au Théâtre du Gymnase, à Marseille le 8 mars. Bon, tout ça, voilà, les gris-gris, je sais pas, lourdes, de bois, et partout. Donc, on voilà. espère que ce bois qui nous portera chance. À Lisbonne, en revanche, le théâtre est ouvert, je crois, Thiago. Oui, avant tout, merci beaucoup pour l'invitation à cette conversation. C'est vraiment un honneur d'être avec vous, même si obligé à une distance. Au Portugal, les théâtres restent ouverts. Les théâtres ont rouvert en juin, et à présent, les mesures de sécurité les plus contraignantes sont en couvre-feu à 23 heures, qui nous oblige à anticiper un peu les horaires de spectacle, car au Portugal, traditionnellement, on joue tard, vers 21h30, et maintenant on s'aligne un peu avec les horaires plutôt européens, c'est quand même peut-être une conséquence qui va rester et qui sera quelque chose qu'on va adopter les théâtres au Portugal, ces horaires un peu plus tôt. Et le week-end, on a couvre-feu à 13 heures. Ça veut dire qu'on joue le matin. La bonne nouvelle, c'est que déjà les théâtres, je pense qu'un peu partout en Europe, à partir du moment qu'ils ont pu ouvrir, se sont montrés très capables d'installer des mesures de sécurité. Et qu'il y a une grande volonté des institutions, des compagnies, de montrer leur travail. Alors tous les efforts ont été faits, et le public il est là. Ce qu'on repère, c'est que même avec une jauge réduite, on joue avec une place sur 2 occupée par des spectateurs, 50% de la jauge. On est complet depuis des mois. Le public vient avide de l'expérience théâtrale, mais aussi très conscient d'une sorte de militance à ce moment-là dans leur occupation physique des places de théâtre. Et ça, c'est très clair dans le rapport avec le public. On a un quotidien un esprit de soutien à l'activité théâtrale par leur présence
qui me touche beaucoup et que, d'une certaine façon, vient confirmer quelques des idées qui m'ont poussé vers le théâtre au tout début, il y a longtemps. Moi, pour aller un peu dans le sens de ce que vous dites, j'ai assisté au spectacle présenté au Théâtre de la Ville, Exil intérieur, qui était le premier spectacle après le déconfinement, et tout d'un coup, exactement ce que vous disiez, j'avais le sentiment d'avoir une responsabilité. J'étais pas là uniquement comme témoin de la scène, mais ma présence et la présence des amis qui étaient autour légitimait la scène. Et j'ai éprouvé une véritable émotion de cette communauté qui se constituait par-delà la séparation scène-salle dans ce contexte de menaces, de dangers qui pèsent sur toute communauté aujourd'hui. Et deuxièmement, le fait d'avoir ces dispositions sanitaires assez particulières, au début, ça m'a un peu perturbé, mais finalement, c'est bien quand ça change. On a un autre rapport. On n'a plus un voisin qui dit n'importe quoi, qui s'agite. On est seul. Comme dans les avions, dans business class, on a un avion. Donc, moi, je trouve que si on peut jouer avec des jauges réduites, c'est pas si mal que ça, parce qu'au fond, ça individualise un peu plus la présence d'un spectateur. Bon, en tout cas, on vous envie beaucoup de pouvoir aller au théâtre. Alors, Georges Lavaudan, peut-être une première question qui est un peu simpliste, mais qui va de soi. Vous avez dirigé l'Odéon Théâtre de l'Europe. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qui était différent de la MC2, du TNP? Est-ce que vous vous sentiez investi d'une mission différente? Ah oui. Quand on accepte de diriger ou qu'on a l'honneur de diriger ce théâtre, avec la mémoire de Strehler, avec les gens qui ont œuvré comme Luis Pascual, aussi metteur en scène espagnol. Ce qui est très beau de signaler, enfin on va peut-être insister toute la soirée là-dessus, c'est quand même la France terre d'accueil, si vous voulez. Hein. Déjà, ben oui, mais on s'autocritique suffisamment pour quand même le dire encore ce soir. Hop, un théâtre national en France, très beau, magnifique, le théâtre de l'Odéon. Premier directeur, Giorgio Strehler, italien. Second directeur, Luis Pascual, espagnol. Ensuite, il y a eu Luc Bondy, etc. Donc, il y a quand même là un effet d'ouverture qui n'est pas du tout vain, et je trouve ça magnifique. Donc, c'est sûr que quand vous arrivez, vous avez les oreilles, les yeux qui essayent d'aller un peu partout. Vous réfléchissez, vous essayez de comprendre déjà ce que ça veut dire, ça, théâtre de l'Europe. Est-ce qu'il y a des Europes? On sait très bien que l'Europe du théâtre, c'est pas l'Europe de Schengen, c'est pas l'Europe classique de Bruxelles et de Strasbourg. C'est une Europe, bien évidemment, où l'Angleterre n'est pas exclue et ne le sera pas. Je crois pas. C'est pas parce qu'il va y avoir le Brexit qu'on va exclure les artistes anglais. Et puis, vous le savez, c'est une Europe presque dont le centre est la Russie. Je veux dire, depuis longtemps, on sait que c'est là où la terre fertile du théâtre européen, c'est d'une certaine manière la Russie. Donc l'ajustement entre l'aspect politique de ces théâtres, qui est très bien, ils sont soutenus, il y a de l'argent, il y a de très bonnes conditions, et l'aspect fondamentalement artistique, qui moi bien sûr me motive en premier chef, on voit que ça se recouvre pas, c'est pas tout à fait la même carte. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est toujours cette chose difficile entre les grands artistes européens, ceux qui sont connus, que tout le monde les adresse, on les a, ça y est, on sait qu'il y a tel artiste en Allemagne, tel artiste en Angleterre, tel artiste en Italie, et puis aussi faire en sorte qu'il y ait des découvertes, des surprises, des gens justement, je le rappelle, ça paraît anecdotique, Lupa n'était jamais venu en France, c'est le théâtre de l'Odéon qui l'a fait venir avec le spectacle d'Herman Broch, 8 heures en polonais, surtitré,
moi, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et le soir de la première, bien évidemment, un public enthousiaste. Donc, il y a en même temps de faire connaître ce qui est l'art commun du théâtre européen, les grands maîtres, parce que moi, je suis très attaché à cette notion-là, mais aussi faire surgir des choses inédites, des choses qu'on ne connaît pas, des choses inconnues, quitte même à ce que, parfois, ce soit un échec. Mm-hmm. Est-ce qu'à Lisbonne, vous pouvez faire une politique d'invitation? Est-ce que cet échange, cette ouverture sur les maîtres européens ou sur le répertoire européen existe? Est-ce qu'elle est possible? Ah oui, à présent, un peu plus difficile, mais à cause de la mobilité, mais même là, on fait des paris, on va recevoir chez nous à Lisbonne Castor avec Balthazé, par exemple, en 3 mois. Et en théâtre national, j'ai quand même me mettre face à un débat sur qu'est-ce que c'est en théâtre national. Très différent de, par exemple, un autre qui a déjà, heureusement, voilà, comme titre, théâtre. Et je pense qu'au tout début, en arrivant au Théâtre National il y a 6 ans, c'était très intéressant de proposer une idée de Théâtre National qui n'était pas l'original, d'avoir un grand théâtre pour présenter, et là j'essaie de citer, alors il faut imaginer des guillemets, présenter des drames décents en langue portugaise. Ça, c'était un peu l'origine de la mission du Théâtre National, mais aussi de rendre accessible la grande bibliothèque des textes de théâtre. Et là, déjà, il y avait, pendant les romantiques, au milieu du 19e, une semelle de cette idée-là d'ouverture, pas à l'avenir d'une Europe, mais à un patrimoine européen littéraire surtout et théâtral. Alors nous, ce qu'on a fait, ce qui n'était pas du tout la tradition au Théâtre National à Lisbonne, était de le mettre en ligne un peu avec ce qui était déjà très normal à Lisbonne dans des théâtres publics, d'avoir une programmation internationale, mais tout en essayant d'interpréter à présent, avec les langues théâtrales du présent, cette idée de la grande bibliothèque, de rendre vivante la grande bibliothèque du théâtre. Et ça nous a permis pas seulement de présenter, comme disait Georges, les grands maîtres du théâtre européen, les grands noms, les noms de référence, les grands noms de la bibliothèque qui doivent être disponibles aussi au public lisbonnais et portugais, mais aussi d'essayer de trouver un chemin qui privilégie le théâtre de texte, et en théâtre de texte engagé à l'histoire, engagé à une idée de patrimoine, même quand le texte est inédit. Alors en privilégiant l'adaptation, en privilégiant la recherche documentale historique comme source de nouveaux textes. Et on a vraiment ouvert la programmation de Théâtre National depuis 6 ans à l'international, aussi à la collaboration internationale, un peu en miroir de ce qui est mon expérience aussi, et en sachant que quand j'étais invité pour ce qui était un choc pour moi à l'époque, pour diriger ce grand théâtre, sans avoir dirigé aucun théâtre avant mon arrivée ici, ma réflexion était, d'un côté, c'est que mon expérience, elle peut fournir ce théâtre de quelques tentatives intéressantes, et aussi parce que j'étais un peu trop jeune pour la place de directeur artistique du Théâtre National. Je me suis dit que mon inexpérience permettait au théâtre d'avoir une marge d'erreur un peu plus grande que d'habitude, alors un peu plus de liberté. Alors j'ai décidé de risquer avec les yeux de mon expérience, qui était une expérience très internationale, très européenne. Mon deuxième spectacle à 20 ans était créé avec une compagnie belge
Mon quatrième spectacle était créé, c'était mon premier spectacle en langue française à Toulouse, au Théâtre Garonne, Les Antigones. Alors, mon expérience comme jeune comédien, même avant de mettre en scène ou d'écrire du théâtre, était une expérience de mélange de langues, de traditions théâtrales, belge, française, allemande, hollandaise, et de chaos, de confusion, de babel esthétique, mais qui m'a vraiment éclairé le chemin vers une espèce de cohérence de la diversité, une espèce idée en fait, de dire que le théâtre dans lequel j'étais éduqué informellement, parce que j'ai quitté mon éducation formelle en théâtre, première année conservatoire, pour commencer à travailler, et surtout pour commencer à travailler avec l'été Gestan en Belgique. Alors j'ai vécu comme cet enfant du petit village qui s'enfuit avec le cirque qui passe en été. Et je me suis enfoui avec eux et j'ai continué mon éducation informelle. Et voilà, c'était une expérience très proche de ceux qui appellent Umberto Eco quand il parle de la traduction comme langue européenne. Alors c'était de cette confusion d'expériences et de langue et de tradition théâtrale qui vient mes premiers pas en théâtre. Et qui m'ont poussé vers la mise en scène et l'écriture aussi, et qui se peuvent trouver, même si adaptés à ce qui est la mission dans Théâtre National, dans le travail qu'avec toute l'équipe de la maison, j'essaie de développer ici à Lisbonne. Par rapport à ce que vous dites et par rapport à l'expérience de Joe, l'Europe offre un grand éventail d'écoles de théâtre, de styles de jeu. Il y a quand même des différences. Est-ce que le travail avec des acteurs d'une autre nation, mais qui restent inscrits dans la culture européenne, vous a séduit, pose problème? Joe qui a travaillé, tu as travaillé en Espagne, vous en Belgique. Il y a en général, à mon avis, une très grande erreur de la part de metteurs en scène qui disent « Ah, mes acteurs, c'est autre chose que les vôtres. » Donc, les Polonais disent du mal des Français. Les Français, quand ils vont en Russie, disent du mal des Russes. Donc, il y a une sorte de relation profonde, organique, entre les acteurs de son pays, leur langue, mais en même temps, chez certains, comme chez vous, comme chez Joe, on remarque cet appétit d'aller au-delà de la langue, au-delà de l'acteur national. Est-ce que vous avez rencontré des réussites? Quels sont les problèmes que ça soulève, ce type de travail avec un acteur qui n'est pas l'acteur de votre culture linguistique? Moi, c'est drôle, la question est souvent posée, puis quand on est directeur du Théâtre de l'Europe, effectivement, j'ai travaillé en Russie, en Italie, en Espagne, dans d'autres pays. Après, j'ai même travaillé au Japon et en Chine, donc, mais tenons-nous-en à l'Europe. Je suis pas sûr de cette chose qu'il y a, comment dire, une culture de l'acteur russe, une culture de l'acteur... je suis pas sûr. Il y a une nature, quand même. Peut-être, mais je vais te dire autre chose. Par contre, souvent, dans les troupes d'acteurs, il y a un qui va être plus stanislavskien, puis il y a un qui va être plus brechtien, puis il y a un qui va être du côté de Artaud. Il y a celui qui va pas arrêter de poser des questions toute la journée, qui va historiciser son travail, lire 10 bouquins sur la pièce. Il y a celui qui quasiment apprend le texte au dernier moment. Il y a celui qui va faire chier toutes les 5 minutes. Il y a celui que tu verras jamais. Il y a comme des types, comme on dirait le misanthrope, l'avare, le bourgeois gentilhomme, etc. Il y a des types dans une troupe qui forment une humanité contradictoire. Et même en Russie, je me souviens chez Dodine, pourtant magnifique, extraordinaire, il y avait ces types différents et pas tout à fait. Alors après, oui, il y a un style, je sais pas quoi, un acteur russe, il peut pas tenir 5 minutes assis sur une chaise à rien faire.
C'est impossible. Il faut qu'il propose quelque chose. Il a le sentiment qu'on l'utilise pas. Si tu veux, il veut dire mais non. Alors je suis plus acteur. Si je suis pas là pour faire des propositions, mets-moi dans un placard. Alors il y a peut-être l'italien qui va peut-être être plus, je sais pas, plus lyrique, plus réactif. Mais je suis pas sûr qu'il y ait. Je suis pas sûr. Voilà. Je suis assez ami avec un grand metteur en scène, Warlikowski, qui a travaillé en France avec des succès mitigés, mais il a fait de très grands succès avec ses acteurs polonais. Et Warlikowski a décidé de ne plus travailler qu'avec des acteurs polonais au théâtre et faire de l'opéra avec des chanteurs du monde entier. Donc de là vient Il a tort parce que le spectacle qu'il a fait avec Isabelle Huppert, s'il rencontre une actrice polonaise qui est l'équivalent de ce que produisait Isabelle Huppert sur le plateau avec lui, moi je suis prêt à aller voir tous les acteurs polonais. Faut être très modéré, très... faut demander à Thiago. Thiago. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée de... Moi non plus, au moins mon expérience n'est pas celle de un acteur, le stéréotype de l'acteur français ou de l'acteur espagnol. Je pense que les frontières, le même avec les spectateurs, je dois dire, les frontières, elles ne sont pas les frontières administratives. Au théâtre, les frontières sont d'autres frontières. Moi, je peux avoir beaucoup plus d'affinité avec un artiste du Liban ou qui habite à la rue de la Roquette à Paris qu'avec mon voisin qui habite à la même rue que moi et travaille aussi depuis 30 ans à Lisbonne dans les mêmes théâtres que moi. Alors, mon expérience est comme disait Jo déjà, que voilà, on va toujours trouver l'acteur qui emmerde, l'actrice sensible, l'actrice forte, l'acteur. Il y a des types, c'est vrai, on peut trouver cette traduction dans presque tous les troupes, tous les collectifs d'humains qui jouent, parce qu'on peut la trouver dans tous les collectifs d'humains, dans toutes les assemblées humaines, aussi dans les spectateurs. Il y a toujours l'atout complètement négligente du silence nécessaire et délicat pour le spectacle, mais aussi le rire fou du spectateur. Je pense que dans les frontières, si on voudrait, moi je suis pas vraiment pour essayer de passer du temps à trouver des frontières, mais si on voudrait les trouver, en fait, je pense que c'est plutôt dans les esthétiques, dans la pensée, dans la politique, je dois dire, mais elles sont pas. On trouve plein de Français, Portugais et Polonais qui habitent le même pays théâtral, je trouve, plus facilement que une preuve scientifique de la différence énorme entre les acteurs polonais, les acteurs français et les acteurs portugais, parce qu'aussi le théâtre, il est tellement composé de la confrontation, de la diversité, de la nuance de la différence, qu'un groupe territorial, national, il sera toujours très divers et très capable de trouver sa traduction dans un autre groupe national. Tu mets 20 Portugais et 20 Français qui vont travailler ensemble dans une troupe de 40 et je peux te dire que le premier jour, le groupe qui se forme fort pour proposer quelque chose, il ne sera pas un groupe avec une nationalité, il sera un groupe avec une affinité esthétique, éthique, politique, théâtrale. Mon expérience est aussi celle de les contres, et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on perd quand on passe à une autre langue. Bien sûr, c'est évident, on perd la tradition des mots, mais aussi on se libère du poids des mots. Quand je joue en français, par exemple, je sais que je suis maladroit, je ne serai jamais virtueux. Je suis pas non plus virtueux à jouer en portugais, mais en français, je suis sûr que je serais pas capable de même faire semblant de virtuosisme, mais je gagne quelque chose dans l'empathie du public français qui est comme France terre d'accueil et en public d'accueil. Je dois dire que
dans ce sens-là, c'est pas partout, mais dans plusieurs théâtres en France, j'ai trouvé des publics d'une curiosité, d'une ouverture. Et je sais bien que pour les Français, c'est difficile de recevoir des éloges, mais je le fais tout de même. C'est parfois des publics d'une ouverture vraiment, pas habituelle. Et on gagne une liberté de survie. Alors, quand on joue dans une langue dans laquelle on doit se battre, on doit faire de la gymnastique pour réussir à finir, si je dois dire 4 vers alexandrins de Racine, pour moi, c'est un jeu de vie ou mort. C'est vraiment, je dois faire de l'athlétisme avant pour me préparer. Et alors, ce jeu de survie a une énergie vitale de communication, de présence, qui en fait, parfois, n'est plus visible si je dois jouer Camões, des décasyllabes, ou si je dois jouer en texte portugais dont je comprends toutes les nuances, toutes les traductions, et tous les traditions et le poids de cette tradition. Alors, je pense qu'il y a une liberté dans la transition vers une autre langue et aussi avec la mise en scène, d'entendre. J'ai eu le privilège de travailler avec une équipe d'acteurs français très forte au Théâtre de la Bastille pour monter Bovary, une adaptation très libre que j'ai faite de Madame Bovary de Flaubert, que j'avais créée déjà au Portugal. Et soudainement, d'entendre Bovary dit par des acteurs en français, avec des citations dedans, bien sûr, du roman de Flaubert, entre autres sources littéraires, était déjà la notion que le texte appartenait beaucoup plus à ces acteurs qu'à moi-même, même si moi je l'avais écrit parce qu'il le disait avec une intimité avec cette langue, mais aussi une transformation de la perception du texte, même pour moi qui l'avais écrit. Alors, Yonville, ce village inventé par Flaubert, dite par un portugais, elle est pleine d'exotisme, la France, l'élégance française, alors que quand elle est dite par un acteur à Paris, Yonville, c'est la mélodie de la médiocrité provinciale, de la petite bourgeoisie, et soudainement, juste un mot, un son, dit par un portugais ou en français, avait historiquement, mais aussi dans le moment de la partage avec le public, une force complètement différente. Cette confusion, elle m'intéresse énormément et je pense que c'est un des espaces où j'essaie de travailler de plus en plus les prochaines années. Cette confusion, cet espace où on ne contrôle plus l'histoire des mots parce qu'on est des Italiens, des Portugais, des Roumaniens, des Français et des Norvégiens, tous ensemble dans une salle. Vous travaillez tous les deux en faisant confiance aux mots. Le mot est presque l'emblème du théâtre européen. Mais j'ai souvent réfléchi à une réplique qui est extrêmement ambiguë et qui est souvent mal jouée, à mon avis. Quand on demande à Hamlet, quand Polonius demande à Hamlet « Qu'est-ce que vous lisez ?» Et il répond « Des mots, des mots, des mots ». D'habitude, on joue cette réplique comme si c'était des mots creux, des mots sans valeur. Mais peut-être que dans cette phrase d'Hamlet, il y a aussi l'éloge qu'Hamlet fait au livre. Il lit des mots. Ces mots peuvent être les mots de Montaigne, peuvent être les mots d'Erasmus. Donc, quelle est la relation que vous entretenez avec ces mots exaltés et dans le spectacle de Joe et dans les vôtres? Parce que chez l'un et l'autre, on ne retrouve pas cette mixité propre à d'autres artistes où il y a la musique qui est très importante, la danse, etc. Donc, sur quel ressort intérieur, identitaire même, est fondée cette confiance faite aux mots? Moi, je pense que là, il y a quand même des différences entre les auteurs, quoi. Tu n'abordes pas la manière de phraser, Thiago l'a dit, quand tu abordes Racine,
tu es dans une forme, mais il faut assumer cette forme. Quoi qu'il arrive, tu peux pas dire ça comme une telenovela, tu peux pas ne pas éviter les liaisons, etc., les césures, la respiration. Si tu joues Feydeau ou Coltès, c'est une autre manière d'aborder les mots et la langue. Et tu as raison de le dire, ton anecdote, j'allais dire, sur Hamlet et les mots, c'est une vraie question. Je l'ai monté à la Comédie Française. Je me souviens qu'on a discuté des heures pour savoir, mais il y a aussi le fait même, comme Hamlet est soi-disant perturbé, qu'on le voit comme un personnage un peu incertain, il dit simplement la matérialité de la chose. Qu'est-ce que vous lisez? Des mots. Il n'y a rien à dire de plus que cette chose-là. Il y a une remise au centre d'une évidence matérielle de ce qu'il est en train de faire. Mais je crois que ça dépend beaucoup encore une fois, des auteurs. Alors, je rebondis aussi, c'est pour réouvrir la discussion. Ce qui est, quand on repense au théâtre oriental, enfin au théâtre Extrême-Orient, oriental, japonais, chinois, tout ça, faut quand même penser qu'à l'origine, tu as dit le titre, moi je savais pas, enfin l'Europe, le théâtre, une invention de l'Europe. Bon déjà, est-ce que c'est plus une invention de l'Europe ou une invention athénienne, je sais pas. Et en plus, Athènes, c'était pas du tout l'Europe, hein, à l'époque. Donc, à quel moment ça se construit? Non, pas du tout, Georges, hein, pas du tout, non, c'était, ils ont inventé le mot Europe, mais tu le sais pour d'autres raisons, hein, il y a en même temps une mythologie, et puis, au contraire, l'Europe pour eux, c'était plutôt le passage, c'était quand on revenait d'Orient, ou quand on y allait, si tu veux, mais il n'y avait pas de territoire, c'était les îles, c'était la mer Égée, etc., mais ça, c'est pas important, mais ce qui était bien, mais déjà dans le théâtre grec, il est formel. C'est pas un théâtre naturaliste et psychologique, si tu veux. Et ça, c'est le grand danger. Et ensuite, tout ce qui est arrivé, ce qui est aujourd'hui, moi, ce qui me navre chaque fois, ça revient aussi à l'histoire que tu racontes sur les mots, c'est l'hyper-naturalisation, l'hyper-psychologisation, si tu veux, du théâtre, qui pour moi est un drame parce qu'on perd sa structure formelle. Et je pense qu'il y a toujours un moment où la structure formelle doit apparaître. Et sur, peut-être pour rebondir sur le passage d'une langue à l'autre, dont a très bien parlé Thiago, mais est-ce que vous avez vécu aussi ce frottement avec la langue Oui, bah si. Non, mais ça va, si on est en espagnol ou en italien, mais je t'avoue franchement, quand j'ai monté Les Géants de la Montagne à Tokyo, les acteurs auraient dit le contraire du texte, ou auraient dit ce metteur en scène, qu'est-ce qu'il est con, j'aurais dit bravo, non, il y a des moments, non, mais on est attentif, alors à complètement autre chose. On finit quand même par avoir un surtitrage, c'est-à-dire on entend le japonais, puis on a ce sous-titre en français à la phrase même, on se dit tiens, il est en train quand même de dire ça, et on essaye de déceler quelque chose, donc on est beaucoup plus attentif à tout ce qui sont les signes inhabituels, justement, parce que quand on est dans la langue elle-même, voilà, c'est la langue qu'on entend. Là, on suit la pupille des yeux, on suit un mouvement de main, on a malgré tout le sentiment, quand c'est dit qu'il y a tout d'un coup un phrasé, on se dit ça n'a pas l'air d'être ça a pas l'air mais c'est une illusion. Et vous, dans cette relation aux mots, vous vous trouvez dans la situation de vous confronter avec des acteurs qui n'ont pas un bagage de signes, comme le déplorait Meyerhold, comme le déplorait Brecht. Est-ce que ça vous libère ou au contraire c'est un handicap? L'Orient travaille avec la mémoire, l'Occident travaille avec l'oubli. Il y a un éternel renouvellement. Woody Allen disait l'éternel recommencement, ça veut dire que je vais voir encore une fois Holiday on Ice. Donc qu'est-ce qu'on découvre en repartant toujours à zéro avec un acteur? Un acteur a une certaine expérience, mais il ne possède pas un langage, il n'est pas en quelque sorte commun à la culture. Oui, en repartant à zéro d'un texte aussi. Oui, d'un texte. Enfin, de l'acteur et du texte. De l'acteur du texte. Donc, l'oubli est une chance ou, au contraire, un handicap?
Je sais pas, Georges Thiago. Ah ouais. Je pense que c'est tous les deux. Bien sûr, c'est pas la réponse la plus la plus intéressante, mais je pense que d'un côté, l'amour du texte est un amour de la mémoire toujours, surtout au théâtre. Alors ce choix-là de construire à partir du répertoire, de mettre en scène du répertoire ou de la réécriture que je sais qui sont des formules ou des stratégies différentes, mais qui pour moi, éthiquement et même esthétiquement, se rapprochent beaucoup. L'idée d'adaptation et réécriture, pour moi, elle est très proche de mise en scène de répertoire, parce que c'est toujours un jeu de traduction ou d'interprétation du répertoire, de l'original, du mythe, disons. Et je pense que ça, c'est un exercice aussi de construction de mémoire, de construction active dans le présent d'une mémoire partagée. Ce que je trouve très intéressant quand on monte un texte qu'on a déjà, la plupart d'entre nous, lu ou vu, mis en scène, c'est qu'en fait, en retournant à ce texte ensemble, comme collectif d'acteurs, d'artistes qui vont faire une pièce, on va inventer une mémoire nouvelle de ce texte, mais aussi la partager. C'est comme raconter encore une fois la même histoire, mais la partager d'une façon singulière. C'est pas l'histoire, c'est pas le texte de Coltès ou de Lagarce ou de Ibsen ou de Strindberg ou de Euripide qui doit être singulier. C'est l'expérience de ce soir-ci dans l'assemblée humaine du théâtre. Le texte, il nous sert avec tout le respect ou manque de respect vers l'original, et ça dépend des gens qui l'ont en main, il nous sert à retourner au mythe, à construire mémoire. Et pourquoi on le fait? Pas pour sauver Antigone, parce qu'on sait bien qu'Antigone, elle va mourir à la fin, mais pour comprendre comment elle va mourir maintenant, ce que l'écrivaine indienne disait, Arundhati Roy disait, on retourne aux grandes histoires pour trouver le détail différent cette fois-ci. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette obsession, disons, européenne, par le retour aux histoires, mais en retour de réécriture, en retour parfois même d'écriture originelle inspirée, cette idée d'une source qui donne de l'eau à boire de différentes façons. Cette obsession est une obsession, bien sûr, qui vient de l'oubli, mais aussi de la nécessité d'inventer des mémoires. Et dans ce sens-là, pour le titre, je me rends compte maintenant que je l'ai lu, le titre de ce débat, toujours à l'envers. Le théâtre, virgule, une invention de l'Europe. Je pensais pas que c'était l'Europe qui avait inventé le théâtre, tout au contraire. Je pensais que c'était le théâtre, une invention de l'Europe, le théâtre comme idée d'inventer l'Europe. Et là, j'étais complètement à l'aise avec ce titre. Maintenant, je comprends qu'il était compris d'une autre façon. J'ai plus de doute d'être au bon endroit, mais je peux essayer d'imposer ma lecture du titre parce que je dois rien changer. C'est juste une question d'interprétation. Et là, ma manque de fluence dans la langue française peut nous permettre un peu plus de liberté peut-être pour interpréter le titre. Ce que vous avez dit, c'est vrai que c'est le propre du théâtre occidental, ce travail, pour reprendre un titre célèbre, sur le même et le différent. C'est que en Orient, il s'agit de
conserver et de transmettre le même, tandis que en Occident, l'absence, une partie d'oubli permet justement l'émergence du différent, et que ce que je disais tout à l'heure, le même lui perdure, le différent lui est soumis à une succession. Le différent, c'est le spectacle, la beauté d'une représentation, et je crois qu'aujourd'hui, grâce à cette pandémie, on a pu voir des spectacles anciens qui ont été conservés et qui font partie maintenant de ma bibliothèque personnelle, parce que j'avais pas vu Le Prince de Hombourg de Stein, j'avais pas vu je sais pas quel spectacle de Gruber, mais globalement l'Occident travaille sur la mémoire et l'oubli ensemble, de pratiques complémentaires. Et le spectateur est en quelque sorte appelé à saisir la différence. Le spectateur est séduit, comme vous disiez, par la réponse apportée à Antigone. Mais j'ai eu une étudiante que j'aimais beaucoup et qui me disait: Monsieur Banu, j'aimerais être la première spectatrice d'Hamlet. C'est-à-dire avoir le bonheur de suivre une narration nouvelle dans le contexte d'un spectacle occidental. Tandis que en Occident, en Orient, on joue beaucoup plus sur la nuance et sur, disons, la perfection du regard de spectateur. Non, j'ai cette chance, j'ai passé 4 mois à Kyoto pour étudier le No, tu sais, j'étais très loin de tout ça, mais donc ça m'a donné à réfléchir, et puis je vais très régulièrement en Chine pour faire des éclairages, pas du tout la mise en scène, je fais les éclairages d'un théâtre traditionnel, il s'appelle Théâtre Lian, qui est à Hangzhou, dans le sud de la Chine, sont venus jouer chez Ariane Mouchkine à Paris récemment pendant 2 mois, donc j'ai pu commencer à comprendre, je n'avais jamais rien compris à ce théâtre-là. Mais c'est une question d'échelle. Pour eux, le spectateur, c'est l'infime variation qui va lui donner une jouissance. Parce que même dans ce formalisme absolu, c'est le papillonnement d'un cil, c'est, que sais-je, le déplacement feutré d'un pied, et ils vont avoir une jouissance dans cette variation minimaliste, si tu veux, et comme des gens qui apprécient le jazz, un solo de jazz, ils vont tout de suite voir que l'acteur, malgré tout, cet acteur ou cette actrice apporte une variation intéressante par rapport à la donnée extrêmement formelle de ce théâtre. Donc il y a quand même une possibilité. Tout à fait. Mais le spectateur est spécialiste en Chine, comme un spectateur qui est aujourd'hui confronté au théâtre classique. Mais il y avait une histoire que j'aimais beaucoup. Grotowski m'a raconté qu'il était en Chine, il avait une bourse et il voyait un soir un spectacle joué par le père, par le maître, et le lendemain par le fils. Et lui, il dit, il ne voyait aucune différence. Et il a demandé au spectateur qui saluait le maître et qui accueillait de manière plus modeste le fils. Et quelle est la différence? Et les spectateurs lui ont dit cette phrase extraordinaire. Il dit: le maître ne montre pas l'effort, le fils transpire. Donc, cette idée du spectateur sensible à la nuance, et c'est intéressant là cette question, parce que Brecht disait à juste titre, pour rendre hommage au théâtre oriental, il disait: il peut y avoir une révolution là où il y a une tradition. Donc on peut combattre la tradition. L'Occident, je pense, que travaille beaucoup plus sur une pensée critique, dialectique, mais moins sur une pensée de
transmission, une pensée mémorielle, sauf que, comme vous disiez, il y a un patrimoine, ce patrimoine qui est le patrimoine des textes. Tu as raison, mais il y a toujours la tentative, quand on démarre le théâtre à 18, à 20 ans, à 25 ans, c'est la tentation de la tabula rasa. On ne veut entendre parler de rien du tout. On se dit qu'on est capable de tout réinventer, le texte, l'acteur, la scénographie, et c'est ça, c'est le théâtre occidental ne cesse d'avoir ce fantasme, ce magnifique fantasme, ou même cette ambition de dire qu'à chaque fois, elle réinvente tout le théâtre, c'est-à-dire sa situation politique, sa relation au spectateur, la manière d'écrire les textes, improvisation, pas improvisation, chaque fois, les grandes révolutions concrètes, théâtrales, le Living Theatre, Bob Wilson, c'est de se dire, c'est une ambition, mais magnifique, enfantine, de dire chaque fois quand on démarre un jeune, j'ai vu, c'était nous, le théâtre partisan, on voulait tout casser, tout refaire. Rien ne nous satisfaisait de ce qu'on avait vu jusque-là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que une caractéristique très européenne ou occidentale vis-à-vis d'autres traditions théâtrales, orientales par exemple, c'est que là, on comprend qui est notre maître en Orient, on comprend mon maître est celle-ci ou celui-ci, et on le comprend à 16 ans, à 18 ans. En Europe, moi, je pense qu'on comprend qui étaient nos maîtres quand on arrive à 40 ans, 45 ans. On comprend en rétrospectif, voilà, ça, c'était mon maître. Et là, on peut commencer à travailler là-dessus, sur cette idée de transmission. Mais je pense que l'idée de transmission vient de, du moment qu'en tant qu'artiste, et je pense que ça a à voir aussi avec l'histoire de l'art en Europe, en tant qu'artiste, quand on arrive à surmonter à un moment donné cette espèce de vision adolescente du modernisme, de l'authenticité, de l'originalité, quand on se rend compte qu'en fait, notre travail le plus originel, il est un acte de piraterie comme étaient des pirates Molière ou Shakespeare, de citations ou de vol d'idées, de formes. Quand on se rend compte que le travail qu'on pensait, qui était le travail qui cassait toutes les formes précédentes, est le travail qui hérite le plus de toutes les formes et traditions précédentes, là, on respire profondément et on commence à comprendre qui sont nos maîtres. Mais je pense qu'il faut faire plusieurs avec la naïveté de la nouveauté, de l'innovation, de la rupture. Et je pense qu'on a trouvé, notre histoire de théâtre européen est pleine de trouvailles fantastiques à cause de cette énergie qui est aussi constructif que destructif. Mais je pense, encore une fois, ça vient de cette indiscipline un peu plus des cafés que des usines. Je pense que cette indiscipline du rencontre en diversité de l'assemblée humaine. George Steiner, il disait toujours que tandis qu'il y a des cafés en Europe, il y aura Europe. Cette idée que c'est dans les cafés, dans l'espace qui ne semble pas être utile, qui se font les liaisons, les synapses les plus inattendues et qui ont réussi à proposer des idées nouvelles, divergentes, critiques. Et je pense que ça, c'est l'énergie d'un théâtre qui peut en fait proposer une invention européenne. Je reviens au titre juste pour forcer ma version du titre. Et du coup, est-ce que les théâtres, tant qu'il y aura des théâtres, il y aura une Europe? Et est-ce que on peut dessiner une Europe? Est-ce que les théâtres ont une influence sur ce qu'est l'Europe, au-delà même du monde de la culture? Si on pousse jusqu'au bout la lecture que vous avez du titre, qu'est-ce que le théâtre peut faire en Europe aujourd'hui? On est quand même aussi obligé aujourd'hui de faire, d'ouvrir un autre tiroir, il me semble. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun endroit du monde, et particulièrement en Europe, et particulièrement dans les villes européennes,
Paris, Berlin, Bruxelles. Prague. Oui, déjà, je dis celle-là, tu vas comprendre pourquoi, qui soit entièrement européen. Il n'y a plus de pureté européenne nulle part. C'est le monde maintenant, c'est le théâtre monde. On est, chaque ville et le monde n'est pas l'Europe. Chaque ville est le monde, tu le sais. C'est-à-dire arrive l'Afrique, arrive la Chine, arrive l'Inde, arrive le Pakistan, arrive l'Indonésie, arrive... voilà, c'est une donnée. Et c'est avec cette donnée, je crois qu'il faut travailler. Tu le sais bien, ça reste quand même... La grosse question d'aujourd'hui, si on voulait faire un autre débat, c'est bien de cette question dont il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire comment on accueille les autres, comment on ouvre justement sur d'autres cultures que la culture européenne, avec tous les débats aujourd'hui sur la cancel culture, sur tout ça, enfin tu le sais, ces terribles paroles qui sont en train d'être prononcées, et pour les gens de théâtre, c'est le drame absolu que par exemple, tu ne pourrais pas jouer, si tu n'es pas noir, tu peux pas jouer un personnage noir, si tu n'es pas homosexuel, tu peux pas jouer un homosexuel, si tu es pas, que sais-je, c'est terrible, c'est-à-dire la mise en identité, la mise en demeure tu es au courant, bien évidemment, de ce qui est arrivé à Mouchkine et le spectacle sur les Amérindiens à la cartoucherie. Mais tous les jours, aujourd'hui, il y a cette... Et pour le théâtre, ça, c'est le drame absolu. Il y a cette mise en demeure de ne pas aller sur le territoire de l'autre, alors que l'essence même du théâtre, c'était d'aller sur le territoire de l'autre, c'était d'être capable de tout jouer, un chien, un animal, un fossoyeur, un noir, un blanc, un chinois, que sais-je, tout. Il n'y avait pas de limite à ça. Alors que là, on est dans ce rétrécissement, dans cette désignation, et là, je veux dire, c'est plus l'Europe, justement. Ce qui vient frapper à notre porte, c'est complètement autre chose. Je crois qu'on est en train on change de dimension actuellement. Il y a une perplexité. Moi, j'avoue, tous les jours, je ne voudrais même plus ouvrir le journal, si tu veux, et voir tous les jours, est-ce qu'on va mettre un sexe à l'origine du monde au tableau, est-ce qu'on va mettre un cache-sexe à l'origine du monde, le tableau, est-ce que tous les jours, est-ce qu'on va enlever telle série de peintres? Là, l'Europe, elle vole en éclats, si tu veux, devant cette chose-là, et peut-être que c'est comme ça. Thiago, est-ce que ça vous fait réagir, cette allusion? Et puis Oui, bien sûr. Je pense que cette idée de... déjà, la question de est-ce qu'il y aura d'Europe tandis qu'il y aura des théâtres, pour moi, si les théâtres continuent ou arrivent à se rassembler à des cafés, bien sûr, la réponse est oui. Des cafés dans le sens de la diversité, de l'ouverture, de la capacité d'avoir des débats sans tomber dans le besoin toujours de la production et de l'efficacité. Je pense qu'en des grands échecs du projet européen les dernières années, avec tous ces, bien sûr, avantages, mais c'était de ne pas arriver à faire circuler les idées aussi bien que les marchandises. C'est la libre circulation de biens, elle est encore plus forte que la libre circulation d'idées et même de personnes, bien sûr. Et je pense qu'avec les théâtres, c'est des endroits, pour reprendre un peu ce que disait Jo, c'est des endroits de l'autre, mais aussi du risque, mais aussi de la provocation, aussi de la confrontation, du débat, et pas du débat dans un cadre dogmatique déjà prédéfini, mais dans débat plus libre. Je pense qu'une des chances des théâtres, c'est qu'à l'essence, c'est une activité, un art qu'on ne peut pas reproduire industriellement, mécaniquement, qui dépend du vivant. Et c'est ça qui motive en fait politiquement mes angoisses vers le numérique et les expériences de théâtre en numérique.
en croyant que le numérique est juste encore une plateforme pour l'imagination et que chaque artiste doit faire ce qu'il veut, comme il ou elle veut, à n'importe quel moment. Mais moi, j'ai des angoisses avec le numérique parce que je ne peux pas accepter que le théâtre ne soit pas en rencontre physique, pas seulement à cause d'une espèce de fidélité à l'essence de cet art, mais par des raisons politiques. Parce que le moment qu'on accepte que le théâtre peut sortir du vivant, du physique, de la partage dans le même espace entre gens inconnus, il va devenir facile à reproduire mécaniquement. Et là, on perd une des grandes libertés, qui c'est l'absence de contrôle. Le théâtre difficilement donnera du profit à n'importe qui, parce que c'est toujours, comme disait Pasolini, et peu de gens, nous sommes peu, et nous venons d'Athènes. Je ne sais pas où venons et où nous irons, mais nous sommes peu, ça c'est sûr. Même si nous sommes 2000 dans une salle, nous sommes peu en comparaison avec la consommation vertigineuse de produits entre guillemets culturels. Et je pense qu'il faut préserver cette échelle humaine du théâtre pour le libérer, pour la pensée divergente, la pensée critique et même la provocation, la capacité de sortir du cadre mental dominant à un certain moment. Et je pense que là, je voudrais bien préserver cette liberté pour que des artistes peuvent l'utiliser ou pas. Ils ne sont pas obligés d'être provocateurs, ils ne sont pas obligés d'aller contre le politiquement correct ou n'importe quoi, mais ils doivent avoir la liberté de le faire. Et je pense que cette liberté, elle est dans l'échelle humaine, dans l'assemblée humaine, la présence physique. Et c'est aussi ces échelles, ces bourses de résistance de pensée, je pense, qui peuvent multiplier au lieu d'un grand espace avec des milliers et des milliers, mais centaines de milliers de petits espaces avec des centaines de personnes, qui est plus proche d'une idée désirée pour moi d'Europe. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Georges Lavaudan, merci Thiago Rodriguez pour ces très riches débats. Nous vous retrouvons le mardi 12 janvier avec comme invité Laurent Godet, l'écrivain que vous connaissez, et Gabor Tompa, qui est metteur en scène et président de l'Union des théâtres de l'Europe. Merci encore et à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.